je reviens pour dire que nous avons en face au Congo des dirigeants et hommes politiques qui ont comme mérite que leur esprit d'escroc, leur brutalité dans les propos et aussi dans la pratique, et c'est tout. Hein. Ce sont des gens, et d'ailleurs, il y a plusieurs observateurs qui l'ont relevé, qu'on a affaire à des gens qui se comportent comme s'ils étaient étrangers. La misère au Congo-Brazzaville est-elle vraiment due à la crise économique et financière que traverse le pays ou c'est une simple stratégie de gouvernement? Voilà sur quoi va porter notre entretien aujourd'hui avec Monsieur Emmanuel Lotin, observateur de la vie sociale congolaise. Bonjour Emmanuel et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour et remerciements en retour pour vous. Je vous en prie. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de Télar TV, et merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. À la présentation, comme d'habitude, c'est moi, Christian Perrin. Emmanuel, le Congo-Brazzaville traverse une crise économique et financière très aiguë. Voici bientôt, j'allais dire 5 ans, sinon depuis plus de 5 ans. La raison évoquée au départ, c'est la chute du prix du baril de pétrole. Mais depuis quelques mois, nous avons observé tous d'ailleurs que le prix du pétrole a repris son envolée. Et aujourd'hui où nous réalisons cette émission, le prix de baril est à $110. Il était même passé jusqu'à $130. Comment expliquer que la misère au Congo finalement demeure intacte et que rien ne change jusqu'à ce jour? On parle de 70% de la population congolaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 500 francs CFA par jour. Et cela dure depuis des décennies. Merci pour cette préoccupation, parce que sans vouloir m'en tenir aux chiffres, vous avez évoqué 70% de la population, vous avez évoqué les $110 du baril aujourd'hui. Je crois que au-delà de tout ça, il y a une réalité, et la réalité, c'est celle qui justifie notre émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire la misère. Et dans la misère, on peut dire qu'il n'y a pas de pourcentage. Et dans la misère, on peut aussi dire que il n'y a pas de problème de prix de baril. Je veux dire par là, vous datez cette misère à peu près d'il y a 5 ans. Mais en réalité, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de problème de prix de baril dans la misère, parce que dans la réalité, la misère actuelle du Congo a déjà au moins 30 ans. Je crois qu'on doit faire partir la misère actuelle du Congo aux années du plan quinquennal, où le Congo avait, après avoir bénéficié d'une embellie pétrolière, s'était lancé dans un programme, et à l'époque, que de campagne, que de publicité. Il y avait même des chansons, des orchestres et des groupes pour encenser le grand maître d'œuvre qu'on nous présentait à l'époque, avant qu'il ne devienne l'homme des actions concrètes. Et malgré tout, même après l'exécution de ce plan quinquennal, qui n'a jamais eu de bilan. Du reste, on constatait que la misère était toujours là. Et pourquoi cette misère est toujours là en dépit d'un baril qui peut s'envoler? Le baril pourra s'envoler jusqu'à $1000, ça ne changera absolument rien. Pourquoi? Parce que il y a la volonté des hommes qui commandent. Il y a la volonté de tous ceux qui sont au niveau de la décision, qui fait que cette volonté-là veut que la misère soit toujours au Congo.
pour une raison précise, je crois, pour une raison précise, c'est pour maîtriser la population. Maîtriser la population dans la pauvreté, dans la misère, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que lorsque les gens, c'est des expériences finalement qu'ils ont pu faire au niveau politique et qu'ils viennent appliquer dans... Oui, et qu'ils mettent en pratique par la suite, après expérimentation. Ils constatent que dans la misère, on manipule plus facilement. Dans la misère, on manipule plus facilement l'opinion. Pour que nos téléspectateurs comprennent beaucoup mieux, est-ce qu'on peut être un peu beaucoup plus précis avec quelques éléments? Lorsque vous parlez dans la misère, on manipule facilement. Faisons quoi, par exemple? Faisons quoi? Mais dans la misère, les gens, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, mais ils se ruent tous vers l'armée au Congo. Vous savez, au Congo, les recrutements dans l'armée, ce n'est pas des recrutements qui sont nécessaires, qui sont utiles, mais ce sont des recrutements qui sont utilisés à des fins politiques. Ça permet de contrôler la jeunesse, mais en même temps, cette jeunesse qu'on peut envoyer en mission, en expédition punitive contre des citoyens honnêtes, ainsi de suite, comme vous, M. Perrin. Mais ça, on ne peut envoyer ces jeunes-là que parce que ces jeunes sont partis de la misère, intégrés dans grandir le fait que ils peuvent, malgré tout, ils peuvent retourner à la misère de la rue. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai, c'est un aspect qui est véridique, qui est réel dans notre population. Elle est réelle dans notre population. Et donc, c'est une manière, si j'ai bien compris, de maintenir la population dans la précarité, faire de sorte que, avec quelques miettes d'argent, bien entendu, les utiliser pour les sales besognes, c'est cela? Ben, bien sûr. Et je crois que l'expérimentation entreprise jusque-là a montré l'efficacité et raison pour laquelle ces gens ne changeront jamais de stratégie. Ne changeront jamais de stratégie. D'ailleurs, ils n'ont aucun intérêt à changer cette stratégie puisque c'est une stratégie qui leur réussit. Jusque-là, j'ai semblé comprendre que pour vous, la thèse selon laquelle la crise actuelle, la crise économique et financière que traverse le Congo n'a rien à voir avec le prix du baril de pétrole. C'est bien cela? C'est bien cela. Ça n'a rien à voir avec le prix du baril de pétrole. Rien, mais absolument rien. Par contre, ça a tout à voir avec la volonté manifeste des gens qui sont là, ceux qui dirigent, de maintenir les gens dans la misère parce que la misère, la précarité se pérennisent au pouvoir. C'est difficile parfois à comprendre, mais pourtant la réalité, c'est bien celle-là. La réalité, c'est bien celle-là. Alors, lorsqu'on parle de la misère, voilà, il y a des éléments qu'on peut citer comme ça pêle-mêle. Déjà, le Congo-Brazzaville, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une population d'à peine 5 millions d'habitants, mais même là encore, c'est à prendre avec réserve. Sinon, on est autour de 4 millions 500. Une population dont 70% vit en dessous du seuil de pauvreté à 500 francs CFA le jour. Le constat d'ailleurs, c'est que nombreuses sont les familles aujourd'hui qui n'ont plus les 3 repas journaliers, mais même pour avoir un repas le jour, c'est toute une gymnastique. L'électricité n'est pas stable, l'accès à l'eau potable mais vraiment c'est une gymnastique. Le système scolaire est à terre, le système de santé, n'en parlons même plus. Donc tout ça, on se rend compte, et quand on essaie de comparer, parce que le Congo, c'est quand même le 3e producteur du pétrole en Afrique subsaharienne aujourd'hui, avec 350 000 barils par jour, qu'est-ce qui peut finalement justifier qu'un peuple subisse, j'allais dire, tout ce traumatisme sans réagir? Et là, je répondis plus facilement sur cette question, monsieur Perrin, pour la raison simple que
tous ceux qui sous-estiment, l'intelligence des gens qui sont au pouvoir, là, à commencer par le président de la République, tous ceux qui sous-estiment leur intelligence ont tort. Parce que ces gens-là, ce sont des maîtres à penser dans le mal. Des maîtres à penser dans le mal. Pourquoi? La population ne peut pas réagir. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, et d'ailleurs, je ne fais que reprendre les termes, peut-être pas exacts, utilisés par le président de la République il y a quelques années, mais je dis que les guerres que le Congo vient de connaître, ont été très bénéfiques pour le pouvoir parce que aujourd'hui, le réflexe pour tout le monde et surtout pour certaines régions, c'est de ne plus contester quoi que ce soit de ce pouvoir parce qu'ils savent que ce pouvoir va réagir violemment, que ce pouvoir n'a aucune considération pour son peuple. Est-ce qu'on peut penser que c'est aussi l'absence de mobilisation ou de conscientisation, un peuple qui n'est pas assez informé, voilà pourquoi il se comporterait comme ça? Parce qu'elle préfère la survie, elle préfère la survie dans la misère que de réagir. Pourquoi? Et parce que la population connaît aujourd'hui la brutalité des réponses de l'État. Et donc, pour éviter... Bon, mais moi, j'ai un principe, hein, les mots ont un sens. Les populations préfèrent ou sont condamnées de ne pas réagir. Mais, je dirais que ces deux mots sont plutôt synonymes. Hein? Mm-hmm. Quand je dis préfère, en fait, c'est pour dire qu'elles sont condamnées parce qu'elles ont été condamnées par la brutalité manifeste de l'État, une brutalité qui s'est déjà exercée à plusieurs reprises. Hein, il faut quand même se souvenir de la guerre de 1997, de la guerre de 2002 et de la guerre des actions... De 2016 aussi, oui. De 2015 et 2016. Bon, voilà. Donc, vous savez, mais dans le même temps, Emmanuel, il y a quand même des peuples qui ont résisté à la répression. Je précise, sans vouloir vous couper, je répète ceci. Monsieur Sassou Nguesso lui-même, interviewé, je crois que c'était au niveau de RFI, avait bien répondu en disant que mais pourquoi les Congolais, pourquoi ils ne manifestent pas? Il avait dit non. Mais les Congolais ont déjà l'expérience de guerre. Ils savent ce que c'est qu'une guerre. C'est pour ça qu'ils ne vont pas manifester. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, là-dessus, ce monsieur-là, ces guerres-là, c'est pas venu comme ça. Hein? Les gens pensent que les guerres sont venues comme ça. Non, les guerres avaient été suffisamment planifiées pour justement arriver au point de saturation tel que la population ne voudrait plus des guerres. Parce qu'on est en face d'un scénario où, d'un côté, il y a la population qui est une population paisible. Paisible pour la raison simple que, jusque-là, en fait, on n'a jamais vu de manifestation d'ampleur contre le gouvernement en République du Congo. Donc, c'est une population qui est réputée paisible. Par contre, oui, mais Emmanuel, est-ce que pour autant c'est une excuse pour la population congolaise parce qu'il y a eu des conflits, des guerres, enfin, disons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que cette population finalement s'est résignée et ne peut plus rien faire. Nous ne pouvons que regretter cette apathie de la population. On ne peut que la regretter. Mais on doit aussi constater les choses en l'état et se rendre à l'évidence que la situation qui est là, c'est celle où le peuple ne veut plus continuer à subir le martyre. Mais le martyre au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Parce que, malgré ça, dans cette misère-là, les gens meurent quand même. Les gens meurent de maladie et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas grave.
pour le peuple. Parce que ce qui est grave pour le peuple, ce qui est marquant pour le peuple, c'est l'hécatombe qui peut arriver d'un seul coup. Par exemple, quand on va mener une razzia dans le pôle, où on vous brûle des villages, ainsi de suite, ça marque les gens. Et ça, le peuple, dans cette situation-là, on pense que c'est pas une résignation due à l'ignorance ou à l'incapacité. Non, c'est une résignation qui est due à une situation bien précise qui a prévalu et qui a fait que, voyez. Donc, c'est un peu ça. Dans les rues de Brazzaville, vous voyez bien que les gens vont vous dire, à chaque fois qu'ils rencontrent un opposant, on l'invite à sauver sa vie, à se préoccuper pour sa vie et non pas à se préoccuper pour la vie de tout le monde. Voilà. Alors, donc, on va revenir sur notre thème qui, je le rappelle, la misère vécue par des Congolais est-elle vraiment due à la crise économique et financière que traverse le pays? Depuis un certain temps, le Congo organise ses élections avec ses fonds propres. Là, on se dirige donc vers les législatives 2022 qui auront lieu en juillet. Là aussi, je crois que le Congo va financer évidemment ces élections avec ses fonds propres. On se rend bien compte que dans certaines activités, le Congo trouve quand même de l'argent, notamment sur le plan politique. Et on parle aussi, parce que je n'ai pas oublié, il y a 14 000 milliards qui ont disparu au Congo, mais dont personne n'a été interpellé jusqu'à ce jour. 5 ou 6 dignitaires de ce système détiennent à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA dans leurs comptes privés. Et donc, on se rend bien compte que le Congo a beaucoup d'argent, n'a que trop d'argent. Et malheureusement, la population, comme on l'a déjà dit, continue à croupir dans la misère. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette attitude d'un gouvernement qui, en réalité, devrait travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population, mais qui la maintient carrément dans la misère? Mais, comme vous le dites, mais comment se fait-il? Comment se fait-il effectivement que, on peut prendre d'autres exemples, le Congo, et comment d'ailleurs le Congo n'arriverait pas à financer avec ses fonds propres des élections quand on voit un baril qui monte tous les jours. Ça serait aussi l'autre revers de la question. Et comment le pays, si le pays devait s'endetter pour organiser des élections, qui, soit dit en passant, sont des élections inutiles, parce que vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas, que ces députés-là, ce n'est pas des députés élus, c'est des députés nommés. Donc, et si le Congo devait s'endetter pour ça, ça serait quand même le comble. Ça serait le comble. Mais je reviens pour dire que nous avons en face au Congo des dirigeants et hommes politiques qui ont comme mérite que leur esprit d'escroc, leur brutalité dans les propos et aussi dans la pratique, et c'est tout. Hein? Ce sont des gens, et d'ailleurs il y a plusieurs observateurs qui l'ont relevé, qu'on a affaire à des gens qui se comportent comme s'ils étaient étrangers. Mais là encore, c'est pas parce qu'on est étranger. C'est pas parce qu'on est étranger on peut avoir une dignité. On a vu dans d'autres pays des étrangers être au plus haut niveau de l'État. Ça n'a pas empêché que ces étrangers puissent. Et dans le passé, nous avons un exemple. Vous savez que dans le fameux Conseil de l'Entente à l'époque, dans l'Afrique de l'Ouest, celui qui était à la tête, qui dirigeait, c'était un Congolais que tout le monde connaît, M. Paul Kaya. M. Paul Kaya. Donc, le fait que, même s'ils n'étaient pas Congolais d'origine, mais le fait qu'ils soient des Noirs, des Africains, qui sont à la tête d'un pays africain, d'un pays noir, mais rien que ça devait les motiver pour faire quelque chose de positif pour ce pays-là. Mais
ici, dans ce cas présent, on ne comprend pas, on ne comprendra pas ce qui se passe dans la tête de ces gens qui sont prêts à faire des dons à l'étranger, hein, à payer des choses ici et là, tout ça, alors qu'ils sont incapables de financer des choses combles. Alors évidemment, puisque vous évoquez déjà la question, Denis Sassou Nguesso est allé construire des écoles en Chine, des écoles d'ailleurs modernes qu'on ne trouve pas au Congo, curieusement. Et il y a quelqu'un qui disait, tant que Denis Sassou Nguesso sera au pouvoir, la misère ne finira pas au Congo. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un dirigeant africain pour aller construire une école dans un pays puissant, la première puissance mondiale, économique mondiale, comme la Chine, alors que son propre pays est un pays classé, je ne sais pas à quel rang dans les bas-fonds, hein, de classement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet individu quand on sait que dans son propre pays, il n'y a pas d'école, hein? Il n'y a pas d'école construite, ou les quelques écoles qui sont dans les villes, ce sont des écoles qui sont en sursaturation des effectifs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces individus-là? Donc, ça va de soi que rien que ça montre qu'il y a une volonté manifeste de ne pas mener des politiques positives pour le pays, pour leur propre pays, mais tout faire pour que je dis que c'est stratégique. C'est stratégique pourquoi? Mais parce que les enfants, les petits-enfants, ça, c'est pas, je ne l'invente pas. Hein, parfois, il y a des images comme ça qui circulent où M. Sassou Nguesso lui-même s'est fait photographier avec ses petits-enfants, ses enfants, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que les enfants et les petits-enfants de M. Sassou Nguesso sont dans des écoles de prestige dans les pays européens. Vous voyez. Je ne pense pas, je ne sais pas, puisqu'il y a un héritier dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais je ne sais pas si il y a des gens qui se souviennent de lui pour avoir fait des études supérieures au Congo. J'ai l'impression que ce monsieur-là, lui, n'a fait que des écoles de ce fameux fils héritier, mais il ne voit pas le reste. Il ne voit pas que la dynastie, c'est pas seulement cette personne-là, mais c'est déjà toute une dynastie, effectivement, hein, de plusieurs personnes qui bénéficient de la bonne formation à l'étranger et qui, demain, quand ils seront en face des Congolais, mais des Congolais qui sont restés sur place, mais ces Congolais-là ne pourront pas tenir. Même comme ça, il y aura, en termes de débat, ces gens vont mener des débats contre les Congolais, et bien sûr, les Congolais ne pourront pas tenir devant ces gens-là. Voilà, donc, voilà à peu près ce qui se trame derrière. Donc, cette misère, cette sollicitude envers l'étranger, c'est pas pour rien. C'est pour rien, ça. C'est pour asseoir la dynastie, c'est pour asseoir le pouvoir à l'intérieur. Et pourquoi le peuple ne réagit pas? Mais on va tourner autour de cette question. Je crois que pour l'instant, on peut seulement constater avec amertume que le peuple ne réagit pas. Et pourquoi le peuple Oui, mais évidemment, si le peuple ne réagit pas, c'est comme vous l'avez expliqué d'ailleurs, parce qu'il arrive que lorsque la population congolaise veut réagir, évidemment, on lui sort les armes de guerre, les armes lourdes d'ailleurs, puisqu'on a vu même par moments les hélicoptères de combat survoler et bombarder les villages. Et face à tout cela, la population, j'allais dire, la communauté internationale est restée sans mot dire,
Voilà, on a l'impression que c'est un complot international qui se joue contre le Congo-Brazzaville parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsque les mêmes atrocités se passent dans d'autres pays, la communauté internationale se lève. Mais quand c'est au Congo, on peut tuer, on peut massacrer, on peut génocider. Ben, jusque-là, personne ne se lève. Aucune organisation internationale ne réagit. Est-ce qu'on peut penser que le Congo-Brazzaville est aujourd'hui abandonné par la communauté internationale? La communauté internationale n'existe pas. C'est une invention des pays occidentaux pour embrouiller et pour dominer. Mais je veux vous dire ceci, qu'il y a un homme célèbre, paix à son âme puisqu'il est décédé, qui fut un grand chef de l'Organisation des Nations Unies, qui au moment de la crise au Congo, de la guerre au Congo, quand il a été un peu saisi ou interviewé, alerté sur la question pour qu'il puisse faire quelque chose, pour le programmer même en sous-groupe pour qu'on en discute. Il avait tout simplement dit ceci, vous savez, le problème congolais, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le problème congolais, ce sont ces termes, parce que le problème congolais, c'est la France. Et ça s'était arrêté là. Mais je dis, la communauté internationale n'existe pas. C'est un truc idéologique qu'on peut vous prendre dire comme ça, par ici, par là, en vous disant la communauté internationale, la communauté, elle n'existe pas. La communauté internationale n'existe que quand les intérêts des pays impérialistes sont menacés. À partir de ce moment-là, il y a la communauté internationale. On vous bombarde de la communauté internationale qui fait ceci, la communauté. Et à partir de ce moment-là, même les pays africains sont rentrés dans la communauté internationale. Mais dès l'instant où les intérêts des pays occidentaux, des pays impérialistes ne sont en aucune façon menacés, il n'y a pas de communauté internationale. À partir de ce moment-là, effectivement, en Afrique, on peut s'étriper, mais ça ne les regarde pas. Et parfois même, ils applaudissent et ils financent tout ça. Vous voyez notre voisin d'en face. La communauté internationale fait quoi? Ça fait déjà combien d'années seulement que même les troupes de l'ONU sont stationnées là-bas pour soi-disant essayer d'amener la paix, ainsi de suite. Mais depuis au moins une vingtaine d'années, les troupes de l'ONU n'arrivent pas à ramener la paix dans le pays. Vous voyez bien que c'est une affaire bien manigancée, je dis bien manigancée, bien ficelée, pour entuber tout le monde, pour embrouiller tout le monde. Et au bout du compte, ce sont les pays africains qui perdent, au bout du compte. Mais tout ce que nous subissons là au Congo, lesquels qui perdent? Ce sont les Congolais. Alors, c'est aussi donc une manière de comprendre que finalement, tant que les Congolais eux-mêmes ne prendront pas les choses en main, personne ne le fera à leur place. Je vais citer quelques exemples. Des individus, par exemple, qui sont bien intentionnés au Congo, parce qu'on en trouve, des individus qui sont dotés d'une certaine capacité financière, veulent faire du bien à leur population d'origine, leur village, et ainsi de suite. Ces individus-là, par exemple, se mettent à vouloir améliorer un tronçon de route, de piste, un tronçon de piste pour en faveur de la population. Mais vous voyez que là, on voit bien un gouvernement qui se lève, et si je me rappelle bien d'ailleurs, cette histoire est arrivée avec le socialisme. Je crois que finalement, je ne suis pas pour monsieur le défunt Kolela, qui était, bon, ce n'était pas ma tasse de thé, je dirais, mais le socialisme aura fait beaucoup de mal dans notre pays. Parce qu'il me semble que c'est déjà, même dans les années 60, que certains individus, des commerçants qui étaient devenus suffisamment riches, qui voulaient améliorer les conditions de chez eux, ils ont été empêchés déjà depuis l'époque. Mais aujourd'hui, le phénomène est encore plus criard, que vous avez
comme on l'appelle, des pontes dans des régions qui ont suffisamment d'argent, qui ont suffisamment de moyens, qui veulent améliorer, qui, en construisant un pont par ici, qui, en faisant niveler des Évidemment, tronçons de il y a route. beaucoup d'exemples dans ce sens. Tel que vous en parlez déjà, il fut un moment, je me rappelle plus l'année, où un citoyen, je crois, vivant à Mongali, hein, à Brazzaville, avait essayé un peu de goudronner, disons, sa ruelle, parce que donc, finalement, avec les pluies et tout ce qui s'ensuit, la route n'était plus praticable. Il est allé voir donc quelques agents de la mairie, acheter le macadam, mais bon, voilà, on est venu, Exact, on a goudronné. Mais exact. curieusement, le maire de la ville a demandé que l'on détruise, qu'on casse Carbon et donc qu'on démantèle un peu cette belle ruelle. Tout Oui, simplement, selon lui, il y avait la municipalisation accélérée et la municipalisation devrait s'en occuper. Il y a un autre exemple d'ailleurs, ça se passe dans le Niari où il y a un monsieur qui a un peu plus de moyens, qui a pensé à doter sa localité d'une école, c'est-à-dire d'un collège. Et là encore, c'est le ministre Anatole Kolinemakos. En ce moment-là, je crois qu'il est ministre de l'enseignement, l'enseignement, oui. qui va empêcher ce citoyen-là de terminer son projet. Tout simplement parce que l'État, soi-disant, devait s'en occuper. Mais à la date d'aujourd'hui, si vous arrivez dans cette localité, il n'y a toujours rien. Rien n'a été fait. Nous avons vu, il y a beaucoup d'exemples comme ça que l'on peut prendre, qu'on peut citer, mais pourtant, dans le même temps, il y a des partisans ou des gens qui collaborent avec le pouvoir, qui viennent nous distraire tout le temps avec des passerelles qui ne disent pas leur nom d'ailleurs, mais qui font vraiment honte au Congo. Eux peuvent faire des choses, mais quand ils le font, c'est vraiment pas pour aider la population. Et Mais c'est clair, ça saute à l'œil. justement, et comment comprendre ça? Dans un sens comme dans l'autre. Comment comprendre qu'un État, qu'un État qui se sait incapable d'apporter des solutions à tous les problèmes qui se posent et que se manifestent des individus qui ont des moyens, qui veulent améliorer les conditions de vie d'existence dans ces coins, la plupart du temps des villages reculés, et que finalement ce gouvernement-là s'oppose par une fin de non-recevoir injustifiée. Et rapidement d'ailleurs, et c'est là où je dis qu'il y a un problème. Le problème est où? C'est on fait de la politisation, comme on dit au Congo, on fait de la politisation à outrance. Hein? Que quelqu'un veuille construire un petit pont quelque part, on voit dans cet acte le gouvernement incapable ne veut pas laisser des individus peut-être se substituer à lui. Pour quelle raison? Pour une raison tout à fait incompréhensible, j'allais même dire un peu, c'est bizarre, on ne peut pas utiliser Est-ce des qu'on mots peut parler diplomatiques. de sédisme alors? De sadisme, oui, presque. Parce que quelqu'un veut améliorer, faire construire un pont à ses frais et qui n'interdit pas à la circulation à tout le monde. Mais le gouvernement va dire non, ça ne relève pas de votre compétence, comme s'il y avait des compétences d'ailleurs qui étaient. Ça ne relève pas de votre compétence, mais ça relève de la compétence de qui? Écoutez, vous n'êtes pas capable d'investir dans tous les secteurs géographiques du pays, mais laissez au moins les individus qui ont cette volonté-là de le faire. Et tout ça, normalement, c'est seulement à l'avantage du pays. C'est l'avantage du pays. Ben non. Ben on en fait un problème, on se dit que c'est une stratégie d'atteinte à la sûreté de l'État, ainsi de suite. Hein? Et je vous dis, hein, j'ai déjà entendu ce genre de questions, d'observations. Quelqu'un qui me raconte une histoire, qui voulait faire construire un pont dans son village, ainsi de suite. Et puis finalement, on le convoque pour lui poser la question, qu'est-ce que tu vises? Mais qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce qu'il vit, c'est-à-dire à ce moment? Dis donc. Mais oui, qu'est-ce que tu vises? Alors, dans l'esprit de ces policiers-là, de ces flics de pouvoir, ce monsieur, cet acte qu'il posait n'était pas un acte anodin. Il ne faisait pas ça gratuitement pour améliorer les conditions de vie de ces gens-là.
c'est qu'il avait en tête un objectif. Et l'objectif pour eux, c'était nécessairement d'atteindre à la notoriété du président de la République. Vous voyez, mais quand les gens ont décidé comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre. Même déjà dans la vie courante, si vous vous retrouvez avec des personnes qui pensent comme ça, de manière aussi tordue, mais vous ne pouvez rien construire. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comme on ne peut rien construire, et puisque rien ne se fait, ce qui veut dire que toute la situation qui est là est en fait voulue. C'est une situation qui est voulue. C'est une stratégie donc de gouvernement. Mais comment? En fait, c'est pour dire que vous visez nécessairement quelque chose. Parce que vous allez être connu, les gens vont vous aimer, et finalement, peut-être que, bon, c'est pour que vous deveniez député, et pourquoi pas, après député, vous allez prétendre être Premier ministre parce que tout le monde vous aime dans le pays. Et là, ça met en danger le pouvoir, et ça, ils le craignent. Mais en même temps, si c'est seulement pour ça, mais les musiciens sont plus connus que le président de la République, les musiciens sont plus adulés, c'est pas pour autant qu'ils mettent en danger la stabilité politique. Le problème, c'est le contrôle qui fait d'ailleurs que parfois on se pose des questions. On se pose des questions. Vous savez, bientôt il y aura des élections, mais qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on va voir dans la campagne là? C'est que vous allez voir des gens venir avec des pelles, distribuer des pelles pour boucher les trous de la piste X qui va dans le village Y. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que ça fait partie de la campagne. Et donc ça, on autorise. Pendant cette période-là, on peut autoriser certaines actions. Encore que, même si c'est autorisé, il faut que vous soyez effectivement dans la limite de la politique. Vous êtes dans le camp politique, oui, on vous autorise. Parce que pendant la même période, même s'il y a des gens qui font des choses, si un individu se lève pour dire, lui, il ne fait pas de politique, il n'a aucune ambition politique, mais il veut seulement profiter de la situation pour améliorer la route, on va le casser. On va lui dire que non, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu vises, ainsi de suite. Vous comprenez qu'on ne peut pas. Alors, donc, si j'ai bien compris, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles la classe moyenne a été détruite au Congo-Brazzaville? Parce que finalement, elle n'existe plus. Elle va exister comment? Elle ne peut pas exister à partir du moment où tout est fait pour faire allégeance à une structure politique qui est là. Oh, la classe moyenne, par définition, elle n'est pas assujettie. C'est un danger pour le pouvoir. Là. Mais c'est le pouvoir qui le conçoit comme ça. C'est ça notre problème là-bas, au Congo, ici. Notre problème, c'est que le pouvoir se fait toujours de ces idées qu'on ne comprend pas pour quelle raison. Une classe moyenne n'est pas faite pour mettre en danger une classe politique. Une classe moyenne, elle est classe moyenne parce que elle est faite ou elle se fait pour être un moteur important de la croissance économique. La croissance économique, tout à fait, oui. Mais parce qu'évidemment, on constate au Congo-Brazzaville, malheureusement, ne font des affaires que ceux qui sont avec le régime au pouvoir. Voilà. Et quand vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans le système, vous ne pouvez pas faire des affaires. Quand vous faites des affaires, et il suffit d'émerger un peu, à ce moment-là, vous devenez un risque. Alors, il faut soit on vous élimine, soit on vous empêche d'avancer. Exact. Et donc, on revient toujours, on se pose ici la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Pourquoi cette phobie? Pourquoi cette peur du succès des autres? Même quand les autres ne veulent pas faire leur succès, ils ne vont pas le diriger en direction de la politique, mais ça les embête. C'est incroyable, c'est un phénomène qu'on ne comprendra jamais. À moins Alors, donc, si j'ai bien compris, même la bonne volonté est interdite au Congo-Brazzaville. Il faut jamais faire les œuvres de, voilà. Exactement.
Alors, mais Même comment sortir? Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, oui, Emmanuel. exactement. La bonne volonté est totalement interdite. Totalement. Et d'ailleurs, vous avez vous-même cité le cas de ce Congolais qui veut construire une école chez lui. Ça, c'est de la bonne volonté. Rien que ça, c'est maintenant interdit. Et quand on sait par ailleurs qu'à côté de ça, vous voyez, Brazzaville a eu, je crois, 2 ou 3 municipalisations. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Bon, mais on peut aussi revenir à toute la municipalisation. Toute la municipalisation, on vous a construit des présidences, des mini-présidences ici dans chaque région. C'était pourquoi? On a construit des petits stades de festivals. Qu'est-ce qui se passe dans ces stades-là? C'est tout ça, c'est des investissements à fond perdu. Par contre, quand quelqu'un veut se lever pour faire mais partie de chez moi, j'ai été dans une zone bien enclavée là-bas, à l'intérieur du pôle, à la limite du pôle de la Buenza et des plateaux, dans cette zone. Mais c'est difficile d'y circuler. C'est très difficile. Mais il y a eu un député, je crois que c'est M. Matima, qui avait essayé d'engager quelques travaux de réfection de la route. Mais vous savez, apparemment, bon, il avait pu faire quelque chose parce que c'était tellement loin, ainsi de suite. Mais tout ce qu'il a fait, c'est à l'intérieur là-bas. C'est-à-dire, il vous faut d'abord parcourir une centaine de kilomètres en mauvaise piste pour tomber à l'intérieur d'un petit point sur des pistes plus praticables. Et donc, quand on sait que tous les villages congolais doivent déboucher sur les centres urbains qui existent, vous comprenez que c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on n'avait rien fait. Mais tout ça, c'est parce que je suis sûr et certain que ce monsieur avait les moyens et la volonté de poursuivre l'amélioration jusque du côté des grands axes, mais que on va vous dire, ben non, ça ne fait pas partie de vous là, ça c'est un programme de ceci, programme de la municipalisation, mais qui a dit, et quelle est la loi qui dit que la municipalisation devait seulement porter sur des actions dirigées par l'État? Qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? Mais la Constitution garantit la liberté d'entreprendre au Congo. Voilà. Et comme d'ailleurs dans d'autres pays, ce sont les communautés qui s'organisent pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et il n'a été dit nulle part que tel secteur ou tel autre secteur c'est réservé à l'État. On a dit liberté d'entreprendre. Et on n'a pas dit d'entreprendre dans tel domaine. C'est liberté d'entreprendre. Point. Ce qui signifie mais que les Congolais qui en ont les possibilités, les moyens, ont le droit d'entreprendre dans quelques domaines que ce soit qui portent, heureusement, là encore, vous voyez le problème qu'on a. Même quand nous faisons nous-mêmes des choses, la Constitution là, elle a fait tuer des gens, là, sont allés tuer des gens jusque dans les villages. Et maintenant, quand on dit, mais ne serait-ce que ça, respectons-la, ça devient aussi le problème. Alors, comment voulez-vous vivre dans un pays comme ça où des gens vous brandissent, voici les règles, voici les normes, les règles, ainsi de suite, mais quand vous voulez respecter les normes et les règles, ça pose aussi problème. Pourtant, il est même dit... C'est quand même incroyable. Alors, pourtant, il est dit tout ce que la loi n'interdit pas est donc autorisé. Mais c'est curieux qu'au Congo, on commence à interdire aux bonnes volontés de réaliser certains projets qui pourront, tant soit peu, améliorer les conditions de vie des Congolais. Et ça aussi, c'est un problème, un réel problème qui se pose désormais. Que faut-il faire, Emmanuel? Du temps où on était étudiant, oui, c'est une question qui était presque affichée dans toutes les chambres des campus. Que faire? C'est une question qui était posée, qui faisait partie d'un petit livre qu'on avait lu, que je ne sais pas si les marxistes congolais qui sont au PCT, s'ils l'ont lu. Le titre du livre, c'était Que faire? Et l'auteur, c'est Lénine. Il était célèbre chez nous, mais je ne sais pas. Alors, que faire dans cette situation? Mais dans cette situation, il est difficile de faire quelque chose. Déjà. Et là, j'en viens à dire que quand les gens se tapent contre l'opposition, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas ça,
Je dis, mais le problème au Congo n'est plus seulement un problème De de l'opposition. oui. En tout cas, il n'est pas seulement du ressort de l'opposition. Le problème est que aujourd'hui, il faut que le peuple, malgré tout, transcende ses peurs. Il faut que le peuple transcende ses peurs pour se mettre dans la rue. Et quand on dit peuple, que ça doit être le peuple. Aucune armée au monde ne peut résister devant un peuple qui se lève. Monsieur Emmanuel Lota, nous sommes à la fin de notre émission. C'est pour conclure, évidemment, si vous avez une préoccupation, je vous permets quelques secondes pour le faire. Pour dire seulement que c'est dommage. C'est dommage que le peuple congolais ne puisse pas saisir l'occasion qui se présente à lui, des expériences des autres peuples dans les autres pays africains pour prendre conscience et prendre son sort en main. Parce que il ne faut pas qu'on pense que ce qui se passe là, non, ce qui se passe là est en train d'hypothéquer l'avenir de toute la jeunesse congolaise. Et dans quelques années, ce que nous décrions aujourd'hui comme misère, ce ne sera pas seulement ce niveau de misère, mais la misère sera telle que on va voir surgir de ces comportements ou tout simplement des types de maladies, des cas de folie à l'excès. Donc, si le peuple congolais ne saisit pas ce moment précis, parce que malgré tout, il faut qu'il saisisse ce moment précis pour se ressaisir à partir des expériences des autres, pour se prendre en main. Si ce peuple-là rate ce moment-là, eh bien, je crois qu'il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Et voilà donc que c'est par là que nous mettons terme à cette émission. C'est maintenant ou jamais, c'est l'occasion à saisir. Je crois que le message est bien passé au niveau surtout des Congolais, puisque la cible de cette émission, ce sont les Congolais. En tout cas, merci Emmanuel Lota d'avoir été avec nous. À vous aussi, chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir choisis encore aujourd'hui, de nous avoir suivis. Likez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Merci.